Donc du coup on est bien sur la rivière Véor et on se situe juste en aval de la confluence Véor-Lierne. Deux cours d'eau qui arrivent des contreforts du Vercors. Le contexte du bassin versant, c'est que plutôt dans la plaine de Valence, on est sur des cours d'eau qui sont très dégradés, où on va devoir faire des opérations de restauration un peu plus lourdes que ce qu'on a fait ici. On a tous les contreforts du Vercors où on a des cours d'eau plutôt en bon état, préservés, où là on n'intervient pas, on fait de temps en temps un peu de surveillance. Et on a tout ce contexte au milieu, entre deux, où on a des cours d'eau qui sont ni en très bon état écologique parce que des fonctions altérées, et ni totalement dégradés, mais par contre altérés. Dégradés, c'est ce que je disais, c'est en bas, c'est des cours d'eau qui ont été artificialisés, endigués, rectifiés, donc qu'on a vraiment modifié et dégradé. Où pour retrouver les fonctionnalités des cours d'eau, il va falloir faire du lourd. Et altéré ici, il n'y a pas eu de grosse intervention ici, il n'y a pas eu de pelles mécaniques qui sont venus remodifier le cours d'eau dans la deuxième partie du XXe siècle. Par contre, il a altéré, il y a eu plein d'effets qui ont fait que ce cours d'eau il s'est incisé. Donc le lit s'est enfoncé, il s'est chenalisé. Et du coup, concentration, accélération des écoulements, si on veut faire le lien avec l'hydrologie régénérative, drainage même du territoire, et du coup de toutes les zones humides qui entouraient le cours d'eau. C'est des zones humides qui se sont asséchées au fil du temps. Et on le verra. Alors, du coup, pas de mécaniques qui sont intervenues, qui ont dégradé le cours d'eau. Et surtout, heureusement, l'agriculture n'est pas venue gagner sur les zones humides qui ont été asséchées. Et c'est pour ça qu'on a choisi ce site aussi, c'est parce qu'en fait, les premières terrasses et les travaux qu'on mène basés sur des aménagements low-tech, l'objectif c'était de réactiver ces terrasses, de réhydrater ces terrasses, de réactiver des milieux humides qui entouraient le cours d'eau, sans impacter l'activité agricole qui, elle, se retrouve un peu plus éloignée sur des deuxièmes terrasses. Du coup, comment on en est arrivé à aller... Bon, alors le site, voilà, on l'a choisi un peu pour ça, parce qu'il y avait du coup ce problème d'incision, donc une problématique à corriger, et parce qu'on n'allait pas impacter les usages agricoles. Après, cette technique, cette approche, on l'a mis en place. Moi, c'est suite à la rencontre avec Baptiste Morisot sur la ferme du Grand Laval, que beaucoup d'entre vous doivent connaître. On a mené d'autres opérations sur la ferme liées au marathon de la biodiversité. On s'est rencontrés là-bas. Baptiste, tu revenais des États-Unis justement pour aller se former, s'initier à cette approche. On a testé sur la ferme du Grand Laval, sur un petit rue qu'on avait remis en eau, qui était busé, qu'on a remis en eau. Alors plus dans une vocation de créer une zone humide avec des effets assez spectaculaires. Et rapidement on s'est dit qu'il fallait le tester sur une rivière. Et une rivière même qui peut avoir des débits importants. Je propose qu'on avance et comme ça je vous montre le problème. Comme ça on peut tout de suite poser les questions en faisant une lecture du milieu et des dynamiques qui sont à l'œuvre. Voilà, ce qui m'intéresse, c'est de commencer par regarder quelques instants en fait le personnage principal de toute cette affaire. C'est pas nous, c'est pas un problème de politique publique, c'est pas un problème de gestion du milieu, c'est avant tout un problème de rivière. Le personnage principal, c'est elle. Et si on ne se branche pas sur elle, si on n'apprend pas à la lire, tout le reste c'est vide. Qu'est-ce qui se passe ici? On est face à une rivière qui est un paysage qui doit être assez commun pour vous. Sous cet angle-là, on a l'impression qu'elle est plutôt naturelle, plutôt en bonne santé. Et ce qui émerge au début du XXe siècle dans cette nouvelle tradition de restauration des cours d'eau qui s'appelle la restauration fondée sur les processus, qui est vraiment l'école qu'on essaie de ramener en France, à l'égard de laquelle on essaie de se faire les passeurs avec Cédric, c'est un nouveau regard de diagnostic sur les problèmes de la rivière. Ça, en fait, 90 à 95% des rivières en France ressemblent à ça. Ça peut avoir l'air d'une rivière naturelle plutôt en santé. Du point de vue qui nous intéresse, c'est une rivière malade. Et le grand enjeu, c'est de lire les symptômes. Parce que nous, notre travail, c'est de répondre aux symptômes. C'est surtout pas d'imposer une logique interventionniste à un endroit, parce que ça nous fait plaisir, parce qu'il y a un quelconque intérêt humain. D'abord, c'est de guérir des symptômes. Je ne sais pas si j'aurai le temps de rentrer dans la question de la guérison. C'est une métaphore qui est vraiment clé. Et moi, je l'assume complètement d'un point de vue philosophique, d'un point de vue même scientifique. Diagnostic. Ici, la rivière manifeste 3 symptômes de maladie qui sont vraiment clés au regard de son temps profond, de ce qu'elle a été et de ce qu'elle peut être. Le premier, le plus spectaculaire, c'est l'incision. Vous voyez les falaises d'incision? Ici, on est sur 3,50 m, 4 mètres de falaise d'incision.
Le fait que la rivière est plongée profondément sous les berges n'est pas un phénomène naturel. Une rivière naturelle dans l'hémisphère nord, spontanément, elle se déploie volontiers à fleur de terre. Elle est là. Et même historiquement, pour le dire plus simplement, en fait, on est dedans là. Regardez, vous voyez la ligne d'arbres là-bas? C'est une des limites historiques d'un lit majeur, lit moyen, lit majeur. On est dans la rivière là. On a les photos avec Cédric, 1950 ouais, après la guerre, les premières photos aériennes. Ouais. Où, alors là, c'était déjà des usages agricoles et des jardins ouvriers urbains, mais la partie derrière qui est complètement à sec actuellement et qui a l'air d'être de la terre, qui est de la friche maintenant, de forêt, c'était la rivière. Il y avait une bande active de galets omniprésente. Donc là, on est dans la rivière, on est dans l'ancienne rivière. Et ça, c'est la première chose à voir. Aujourd'hui, quand on parle de restauration de rivière, on est souvent coincé dans le lit mineur. On considère que c'est le lit mouillé l'enjeu. Mais le lit mouillé, il est déjà le produit d'une dégradation colossale. Donc le premier enjeu quand on s'intéresse à restaurer des processus, c'est de réélargir le spectre en prenant en jeu l'espace latéral de la rivière telle qu'elle a été. Et tout de suite, vous sentez bien le problème que ça pose. Non, trop bien. Et donc, bien évidemment, on va parler de foncier. Donc, quelle est l'origine de l'incision? On en parlait rapidement sur le chemin. L'incision, c'est le processus de spirale d'autodégradation du matelas alluvial. C'est un processus, c'est pas un état. Et c'est un processus invisible pour les gens qui ne regardent pas la rivière, mais par lequel, même quand on... C'est pas nous qui avons vidé caillou par caillou et qui avons fait plonger la rivière caillou par caillou. C'est nous qui l'avons poussée dans une spirale d'autodégradation par lesquelles maintenant, systématiquement, elle ne peut plus faire que ça. Les causes de l'incision, elles sont doubles. Elles ont à voir avec la capture de granulats pour constituer les bétons qui vont faire nos villes, nos parkings, nos autoroutes, qui étaient omniprésents sur 75 ans de 20e siècle. Il y a eu un extractivisme invisible colossal dans lequel on a systématiquement piégé l'excédent sédimentaire, ce qu'on appelait l'excédent sédimentaire, c'est pas de l'excédent du tout, pour en faire... Les mots, ils sont dingues. Ah, les mots sont dingues, les mots sont vraiment diaboliques. Et donc on l'a prélevé, et ce faisant, la rivière ne pouvait plus assurer son équilibre sédimentaire, prélever, déposer, prélever, déposer. Elle a commencé à se creuser. La deuxième grande force, c'est ça c'est vraiment l'acte typique qui caractérise la modernité dans le rapport au territoire, c'est qu'on a voulu la terre, on a pris la terre. La rivière prenait de l'espace, c'est de l'espace qui est intéressant, c'est de l'espace qui est plat, donc on peut mettre nos routes, c'est de l'espace qui est beau, donc on peut mettre nos villas, c'est de l'espace qui accumule du sol alluvial du fait de l'activité de la rivière depuis des centaines de milliers, donc on peut y faire de l'agriculture. Et donc on a poussé les rivières, on les a corsetées dans leur lit mineur. Le problème, c'est que les rivières conservent une énergie érosive qui est toujours la même, sauf qu'elles ne peuvent plus l'exprimer latéralement, donc elles vont l'exprimer verticalement, sur leur propre matelas alluvial, et elles vont commencer à se creuser. Et quand ça commence, ben c'est fini. La rivière part dans ce cycle et elle va continuer à plonger indéfiniment. Modulo la nature du substrat minéral en dessous, vous m'avez compris. L'incision, ce qui est important pour nous, c'est que ça produit des effets absolument dramatiques du point de vue des sécheresses dites hydrologiques. Donc pas les sécheresses météorologiques qui ont à voir avec le régime des perturbations, les sécheresses hydrologiques qui ont à voir avec, problème classique d'hydrologie régénérative, le temps de résidence de l'eau sur la Terre, la capacité du milieu à ralentir l'eau avec lui. Pourquoi? Parce que si la rivière est à fleur de terre, vous imaginez bien que tout l'aquifère là, si jamais le substrat minéral est conductif, il est en eau. Et donc en fait on a des volumes d'eau colossaux qui sont ralentis, qui restent avec nous et qui sont à disposition de la végétation sauvage, des ripisylves et de la végétation domestique. Si vous faites plonger la rivière, vous ne faites pas plonger que la rivière, vous faites plonger tout l'aquifère. Et là, il plonge de 3, 4 mètres, 5 mètres. Et donc, vous générez une sécheresse structurelle sur la partie supérieure du sol où il y a le système racinaire des végétaux. Le deuxième effet dramatique de l'incision, et c'est le second symptôme de maladie, c'est ce qu'on appelle la déconnexion. La déconnexion de l'eau et de la terre. La déconnexion de la rivière et de la plaine alluviale. Une fois que la rivière a plongé, même au moment des crues, elle ne peut pas remonter sur le matelas alluvial. Elle ne peut pas remonter sur les terrasses et elle ne peut pas remonter ici. Ici, je vous rassure, on n'a pas pour vocation de la faire remonter tout de suite. C'est bien le tout de suite.
La déconnexion, et la déconnexion, c'est dramatique à nouveau parce que ça désamorce ce qui fait la vie d'un système rivière, qui est la possibilité de dialoguer avec la Terre. En fait, le système rivière, c'est pas que la lame d'eau, c'est l'ensemble des milieux qui sont directement et indirectement concernés par le passage de l'eau au moment des crues. Et donc ici, on est dans le système rivière. Jusque là-bas, au moins, on est dans le système rivière. On l'était. Donc déconnexion, deuxième symptôme. Et troisième symptôme, ici, c'est pas le plus explicite, mais quand même, si vous êtes pêcheur à la truite ou que vous avez l'œil rivière, vous le voyez, la rivière a été homogénéisée dans le type d'unité géomorphologique, d'habitat, si vous voulez, d'un point de vue biodive, et en particulier d'un autre aspect qui est fascinant, qui est, dans une rivière, il y a une diversité de types de flux, de styles de flux. Par exemple, accélérer tout droit, ralentir, percoler, ramifier, s'enfoncer, remonter, diffuser, méandrer, faire des mares, faire des étangs. Et ces types de flux sont des habitats. Ce sont des verbes d'action de la rivière, accélérer, ralentir. Et les vivants vivent dans ces verbes. Et ici, en fait, on a drastiquement réduit le nombre de verbes d'action de la rivière. On a essentiellement accéléré tout droit. Et vous reconnaissez l'ère du drainage, et vous reconnaissez le drame classique de l'hydrologie régénérative. On a voulu drainer et accélérer, évacuer l'eau le plus rapidement possible, essentiellement parce qu'on avait certains usages de la terre qui exigeaient certains niveaux de sécheresse. Incision, déconnexion, simplification. Et donc, la méthode qu'on applique ici, qui s'appelle donc, en anglais, c'est atroce le nom, on a beaucoup de mal avec Cédric à trouver quelque chose qui... Ça s'appelle restauration low-tech fondée sur les processus. Restauration fondée sur les processus. C'est pas de l'hydrologie régénérative au sens strict. Ça vient pas du tout du même endroit, ça vient vraiment de l'hydromorphologie et de l'éco-hydrologie et des communautés de la restauration. Avec Cédric, on a le sentiment qu'il y a des alliances fortes avec l'hydrologie régénérative. Mais ça vient pas du même logiciel théorique, c'est pas les mêmes conceptualités, simplement, c'est vraiment de la théorie de la restauration des cours d'eau, c'est vraiment de l'hydromorphologie. Mais vous allez voir, je vais prélever certains des principes de cette approche, et moi c'est ce qui m'a fasciné en travaillant dessus, et donc le bouquin qu'on a fait avec Suzanne, qui parle en partie de ça, mais de tous ces enjeux, qui sort le 9 octobre, qui s'appelle « Rendre l'eau à la terre », il essaie d'explorer dans les derniers chapitres les liens avec l'hydrologie régénérative et les alliances possibles. Parce que vous allez voir, il y a des principes communs. Donc, restauration fondée sur les processus, c'est... Alors, je dis deux mots sur restauration fondée sur les processus. Tu m'arrêtes, Cédric, tu me connais, tu sais que je suis... Tu me connais maintenant, tu sais que je suis... J'ai pas d'heure. Il est 11h15. Je dis deux mots sur la question forme-processus parce que c'est quand même important. Restauration fondée sur les processus, c'est un concept qui a été formulé au début du XXe siècle par des hydromorphologues, en particulier de Stanford, autour de Damien Ciotti, surtout Matthias Kondolf. Et l'idée, c'est que leur théorie, qui est assez brillante, c'est que dans la tradition de la restauration traditionnelle, il y a une tendance à faire de la restauration fondée sur les formes. C'est-à-dire qu'on a massacré les rivières, on les a dégradées, on leur a fait subir toute la charcuterie patriarcale, on les a fait bien droites, bien endiguées, bien corsetées, pas le droit de bouger. Et ensuite, quand vous avez un projet de restauration, on vous demande de restaurer un truc naturel alors que c'est plus naturel. Une des premiers raisonnements, ça a été de dire on va essayer de lui donner une forme plus naturelle. Par exemple, le méandrage, c'est une forme plus naturelle que la ligne droite. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va sortir le tractopelle, on va tout réouvrir, on va faire du méandre avec des hydrauliciens. J'espère qu'il n'y a pas d'hydrauliciens ici parce que vous allez voir, vous allez en prendre plein là. Avec des hydrauliciens qui vont faire des calculs extraordinairement fins pour déterminer quelle est la meilleure forme de méandre. Ensuite, avec la pelle, on creuse les méandres, c'est nous qui les creusons. Et ensuite, on met des cailloux pour bien stabiliser le méandre tel qu'on l'a creusé parce que quand même, ça a été calculé. Restauration fondée sur les formes. Et là, déboule au début du XXe siècle cette équipe d'hydromorphologues qui disent d'accord, dans des contextes ça fait sens, il ne s'agit pas de substituer ni de remplacer, mais par contre il y a plein d'endroits dans lesquels ça ne fait pas sens. Et ça ne fait pas sens parce que le raisonnement il est intriguant, parce que c'est une révolution à mon sens philosophique qui trouve son origine dans des conditions économiques. Ils disent on n'a pas l'argent. En fait on n'a pas l'argent, avec les milliards qu'on a en budget de restauration de rivières aux États-Unis, sur un an on touche une fraction, 1/1000e du linéaire de rivières dégradées. Donc à un moment, il va falloir qu'on s'allie avec une puissance qui est plus grande que nous parce qu'on n'a pas l'argent et on n'a pas le pétrole. Ou plus exactement, le pétrole, ce serait bien de ne pas le brûler pour ça.
Et donc on va aller chercher quelqu'un qui est extrêmement compétent quant à assurer sa propre régénération. Non, La rivière. elle. Et c'est l'un des principes fondateurs, let the system do the work, laisser le système faire le travail. On va mobiliser les forces en présence, qui sont des forces minérales, qui sont des forces de débit, qui sont des forces biotiques, sous la forme de la photosynthèse et du castor, bien sûr, dont on parlera, pour faire le travail. Et le travail ne va pas consister à stabiliser des formes d'allure naturelle pour la rivière, mais à lui restituer suffisamment d'espace et à réactiver ces processus de manière à ce qu'elle puisse d'elle-même faire et défaire ces formes. Voilà pourquoi restauration fondée sur les processus. Et dans le deuxième temps, vraiment avec le travail de Joe Wheaton, qui est moi mon mentor et qu'on a fait venir ici, qui est à mon sens un très grand hydromorphologue, géomorphologue fluvial, on va ajouter la dimension low-tech bas carbone, qui nous est vraiment clé pour nous, qui est très importante, avec une critique de l'usage non réfléchi de la pelle mécanique, du pétrole, des grosses machines, à chaque fois qu'on peut s'en passer. C'est ça la clé, parce qu'il y a des moments où on ne peut pas s'en passer. Et dans plein de contextes, nous ici on peut s'en passer, mais ça change complètement le raisonnement, parce que dans la mesure où on se déprend du pétrole, on va être obligé d'être intelligent. En fait, quand vous avez le pétrole, vous n'avez pas besoin d'être intelligent, vous pouvez l'être, mais vous n'êtes pas obligé de l'être, parce que vous pouvez choisir le méandre. Là, si on a avec une pelle, on fait le méandre que vous voulez, il n'y a pas de problème. Nous, une pelle mécanique j'entends, nous on a des pelles, mais à main, et donc c'est plus du tout la même histoire. Et donc à ce moment-là, il faut apprendre à lire la rivière, et il faut apprendre à anticiper ce qu'elle veut. Je ne suis pas mystique, je ne crois pas que la rivière veut quelque chose au sens d'un humain, mais c'est des métaphores dont on a besoin pour lui donner toute la place dans sa propre régénération. Et donc le low-tech va nous permettre d'accentuer, d'amplifier des propositions qu'elle nous fait, rentrer dans un rapport qu'on appelle, vous allez avoir, de conversation avec elle, pour l'aider dans sa propre régénération. Comment tu dis le nom de ton mentor? Joe Wheaton, Joseph Wheaton. W-H-E-A-T-O-N. Ah super, il pleut. Ah ben voilà. À chaque fois, je crois qu'il pleut. À chaque fois qu'on est là, il pleut. Non, c'est pas ça. Ah non, c'est les insectes. C'est les À chaque notonectes. fois, je me dis il pleut, mais non. Ah oui. C'est des notonectes, c'est les petits insectes de surface. Ah, je les vois pas. Ouais. Ah oui. Alors. Non, mais déjà, juste, vous pouvez constater par rapport à la configuration de la Véor juste en dessous, très encaissée, où là, on est quasiment, on n'est plus qu'à 2 mètres de la terrasse. Donc, l'efficacité visuelle, en tout cas, sur les niveaux d'eau est très rapide, quoi. Pourquoi on l'a fait ici aussi, l'objectif? En fait, quand on réalise ce type d'aménagement, ce qu'on a fait avec Baptiste aussi, c'est vraiment d'aller parcourir la rivière, de dresser un état des lieux et un diagnostic assez précis pour bien positionner les ouvrages, savoir où on va les mettre, quels effets on va produire et est-ce qu'on va produire des effets qui vont permettre de répondre à la problématique. Et ça, c'est vraiment un point clé, quoi. L'idée, c'est pas que de faire des ouvrages castor sans trop réfléchir partout et produire des effets qui ne seraient pas efficaces, pas recherchés, et presque qui vont desservir la cause du coup. Et un des éléments clés quand on positionne un ouvrage de ce type, castor, donc un ouvrage fermé, on verra, il y a d'autres types d'ouvrages dans la technique, c'est de permettre de réouvrir ce qu'on a appelé des bras, des chenaux fantômes, c'est-à-dire des anciens bras que la rivière pouvait prendre il y a plusieurs décennies au moment des crues. Et on essaye de retrouver sur les marges ces anciens bras. Et là, vous voyez, on en a trouvé 2. Un en rive droite, un en rive gauche. Et on positionne en fait les ouvrages pour remettre en eau ces chenaux secondaires qui vont permettre de réhydrater après toute la zone humide qui était hydratée avant. Ça a aussi un avantage, c'est que ça consolide la structure. En tout cas, ça ne la fragilise pas parce que dès que la crue arrive et elle monte, tout de suite l'eau peut s'étaler. Si on l'avait laissé seulement dans la rivière encaissée sans possibilité qu'elle s'étale, la crue toutes ses forces sur l'ouvrage
et l'ouvrage pourrait ne pas résister, pourrait moins résister. Alors que là, tout de suite, il est déchargé des forces hydrauliques. Ça répartit la pression au moment de la crue. Ouais. Ouais. Il a quel âge l'ouvrage? Celui-là, c'est printemps, c'est la formation. Ouais, c'est printemps, avril de. Ouais. Il n'a pas encore vécu les... Oui, alors Ouais. là, en fait, c'est difficile parce que vraiment, on affiche les photos là. Ouais. Ah bon. En fait, vous voyez derrière, il y a un ouvrage avec une crête en végétal vert. Derrière, vous voyez la rivière qui plonge. Le niveau de la lame d'eau, c'était ça. Donc ici, la rivière, elle faisait 2,50 m de large. Ici, elle faisait 2,50 m de large. 10 à 15 cm de profondeur. Ah ouais. Et elle était encaissée, incisée à cette profondeur. Et donc là, c'est absolument méconnaissable. Et vous voyez en fait la réponse directe en low-tech bas carbone aux 3 symptômes de maladie que j'ai évoqués tout à l'heure. On a une rivière qui spontanément s'incisait. Et qu'est-ce qu'on fait nous? On ne va pas décharger des tonnes de gravier avec des camions 36 tonnes pour essayer de la faire remonter. On va activer ses propres pouvoirs d'aggradation sédimentaire. Pour ça, on génère une structure de ralentissement que la rivière connaît depuis au moins 8 millions d'années, donc avec laquelle les communautés biotiques ont coévolué. C'est parce que les castors sont là depuis au moins 8 millions d'années, donc la rivière elle connaît. La vie ici connaît, les cortèges de vie connaissent, les odonates, les amphibiens connaissent. Donc on est protégé quant au risque de foutre un truc artificiel qui n'est pas compatible avec les exigences de la rivière. Mais surtout cet effet de ralentissement de l'eau va capturer le sédiment qui arrive avec les crues et au lieu qu'il aille finir dans les barrages du Rhône, il va se déposer et réalimenter le matelas de la rivière elle-même qui petit à petit va monter. Dans certains la moyenne c'est 50 cm par an d'aggradation du matelas sédimentaire si vous bossez bien, c'est complètement fou. Et nous dans certains contextes avec Cédric sur les premières structures qu'on a fait là-haut, en un an on a 1 mètre, tu dis toi. On a plus d'1 mètre d'aggradation de matelas sédimentaire. Et on n'a pas mis un caillou dans l'eau. Pas d'eau. Ah, je parle de sédiment, bien sûr. C'est le matelas sédimentaire. Oui, oui, il faut avoir une profondeur qui varie aussi. Mais... Est-ce que du coup il y a une espèce de pendant à ça qui est dû du coup à l'érosion des sols et du fait que du coup il y a tellement de sédiments qu'à un moment la tendance va être inversée parce que est-ce qu'il y a un moment où ce sera un trop plein? Si on n'arrête pas l'érosion qu'il y a en amont du bassin, est-ce qu'au bout d'un moment il n'y a pas un truc qui se passe dans l'autre sens? C'est une question qui est vraiment clé et qui est très complexe parce qu'elle a à voir avec l'histoire contextuelle de chaque territoire. Ici, on est vraiment dans une histoire très particulière, on est dans les contreforts du Vercors et en fait on hérite d'une tradition pastorale qui va essorer le milieu et qui va générer une déforestation colossale jusqu'aux années 1850. Puis là, grosse panique parce que tous les sols partent et détruisent la civilisation et là l'État français, loi de restauration des terrains de montagne 1862-1864, change complètement de braquet et à l'inverse envoie les ingénieurs parisiens ici qui ont une super idée, c'est de replanter la totalité des anciennes terres pastorales avec du pin noir d'Autriche pour que le système racinaire tienne les sols. Et donc on passe d'une surcharge sédimentaire à, en quelques années, un affamage sédimentaire. Et au XXe siècle, accentuation de la déprise agricole, déprise rurale, ce qui fait que la partie haute des bassins, les anciennes pâtures résiduelles sont enforestées. Et donc en fait, l'affamage sédimentaire, il est majeur ici. Donc dans ce contexte, on est vraiment confronté à de l'affamage sédimentaire. Donc on est vraiment, enfin le jour où on aura trop de sédiments, on vous passe un coup de fil, on n'y est pas encore. Quoi. Il y a vraiment cet enjeu, il est pas du tout. Loin dans la plaine, après l'agriculture où là on a beaucoup plus de grandes cultures, avec beaucoup plus de labour, avec beaucoup de vent. En fait, non. Mais... Si vous suivez la VEOR jusqu'au bout, et en particulier même dans la plaine agricole, les effets d'incision sont majeurs. Parce que l'érosion des sols agricoles n'est pas compensée par de la structure qui ralentit le sédiment et notamment la fine, la granulométrie la plus fine, dans le cours d'eau. Donc en fait, nous on le voit, l'incision on l'a jusqu'au bout. Tant qu'on ne remettra pas des structures dans l'eau naturelles qui sont capables de ralentir et de conserver, de recréer de l'équilibre sédimentaire, quel que soit le taux l'érosion part dans les barrages, essentiellement c'est les barrages du Rhône le problème, qui sont donc curés et qui sont recommercialisés sous forme de vernulaire. Il y a aussi cette vision du propre
Ah, bien sûr. Où on va entretenir le cours d'eau, on va enlever tous les arbres qui tombent dedans. Absolument. Donc du coup on accélère la lumière. Ça c'est l'un de nos grands problèmes, ouais. Oui. Ouais, du coup, comment vous avez réussi à faire passer le projet avec la notion qui fait souvent peur, on va refaire inonder là où on ne voulait plus d'inondation. Ouais. Et d'un point de vue réglementaire, par chez nous, ce serait considéré comme un obstacle à l'écoulement, à la franchissabilité piscicole. Et de trois, l'effet remous. Alors là, on est dans un contexte de pente et où il y a quand même du granulat, voilà, c'est pas forcément comme chez nous, mais l'effet remous, eutrophisation, réchauffement de l'eau, voilà, ça fait peur et ça fait peur aussi à l'administration. Comment vous avez réussi à faire passer ces 3 points un peu Donc je réponds d'abord, ne serait-ce que sur la science des 3 points. Avant de savoir comment on a convaincu les gens, pourquoi nous on est convaincus? Sur la science des 3 points, le premier clé que tout le monde, je passe ma vie à répondre à cette question, et vous avez raison de la poser, mais en particulier avec Cédric, on est beaucoup là, Cédric, en particulier avec l'OFB, la DDT, c'est la question de la continuité, en particulier la continuité piscicole, la continuité et la continuité. Bien sûr, la continuité, on comprend très bien, il faut refaire un peu une sociologie historique de pourquoi on est à ce point obsédé par la continuité, c'est parce qu'en fait, en face de nous, on a le lobby des barrages et des seuils. Et donc, en vérité, aujourd'hui, les nouveaux paradigmes en hydrologie, ils disent, ça s'appelle river discontinuum. Ils disent la rivière, c'est pas une pure continuité, c'est de la discontinuité naturelle. Moi, j'appelle ça continuité complexe. Comme ça, tout le monde est content. La continuité complexe. Et donc, la première question, c'est très concrètement, est-ce que ça génère des obstacles à la continuité ? La première réponse c'est, premièrement, ces structures, elles ont pour vocation d'être éphémères sur des échelles de temps moyens. Donc on va activer des processus et ensuite c'est la beauté de la chose, moi c'est ça qui me bouleverse. C'est qu'en fait ces structures ont pour vocation de disparaître sous l'effet des processus qu'elles activent. Quand elles régénèrent des processus, ensuite, les processus eux-mêmes, si ça travaille bien, finissent par les faire, et même les faire disparaître au sens littéral. On a notre première structure tout là-haut, on n'aura pas le temps de la voir, elle a disparu parce qu'elle a travaillé. Donc éphémère, typique d'un ouvrage de Castor, ça peut durer 1 an, ça peut durer 10 ans, ça peut durer 15 ans, mais dans tous les cas ça va bouger, ça va se déplacer. Et donc la continuité sédimentaire, elle est assurée, elle veut recréer un équilibre sédimentaire, premièrement. Deuxièmement, continuité piscicole. Donc ça c'est la grande obsession parce que fatalement on a commencé à protéger les rivières sous l'égide des pêcheurs de truites. Donc en fait ce qu'on protège c'est pas les rivières, c'est les truites. Mais c'est très bien, j'adore les truites. Mais en fait il y a plusieurs réponses à ça. Je vous fais la réponse. Mais la réponse administrative, parce que moi je suis convaincue. Ah d'accord. Mais la réponse. Ça vous intéresse pas la réponse philosophique? Alors mais la réponse administrative alors. Ok, je vous fais la réponse administrative. La réponse administrative. La réponse, comment on fait pour faire pareil chez nous quoi. Comment on fait pareil donc, avec Cédric, on a beaucoup bataillé là-dessus, on a beaucoup réfléchi. Et en fait, la solution compliquée, c'est les convaincre par les sciences. Mais les données scientifiques sont hyper intéressantes pour nous. Ces premières techniques, c'est 2009 Bridge Creek en Idaho, et ils pit-taguent 80 000 truites. Et ensuite, donc à peu près la population de truites en France, non je plaisante. Et ensuite, ils monitorent ce qu'elles font. Les truites, elles passent 200 ouvrages de castor à la descente, 40 ouvrages de castor à la montée. Et jusqu'aux truitelles. Ça, c'est la version monitorée. La version philosophique en une phrase, c'est le temps profond. En fait, les truites, elles vivent dans un monde façonné par les castors depuis au moins 8 millions d'années, donc elles s'en sortent très bien. C'est nous qui croyons qu'il faut leur faire un petit peu. Bon. Ensuite, la réponse administrative, et ça, c'est la plus importante dans notre contexte. Ce qu'on essaie de faire avec Cédric, ce qui est vraiment la clé, c'est que c'est une métaphore géniale de Kevin Swift. Notre autre mentor qu'on a fait venir ici, qui nous a formés, qui a imaginé cette structure. Il dit, en fait, imaginez une autoroute et un petit village médiéval français. Du point de vue de l'efficacité de la circulation hydraulique, l'autoroute, en termes de continuité, elle est optimale. Essayez d'habiter sur une autoroute. Un petit village français, en termes de continuité, franchement c'est la galère. Il faut tourner en rond, on est coincé, mais en termes d'habitat, c'est optimal. Nous, on fait un petit village français qui est optimal en termes d'habitabilité et
on le fait en ne fragilisant pas la continuité. Et concrètement, en fait, là, vous le voyez, le grand enjeu, c'est principe numéro 1, la rivière a besoin d'espace, on lui rend de la latéralité, mais surtout, on réouvre des chenaux secondaires. Et là, vous voyez, on a 2 chenaux secondaires qu'on appelle des chenaux fantômes parce qu'auparavant, c'est de la forêt, c'est des fantômes de rivières mortes. Vous voyez, ça, c'est un chenal secondaire mort. Et une fois qu'on l'a rouvert, son exutoire, on fait en sorte le plus souvent possible qu'il ait une pente optimale. Et donc, en fait, ici, d'un point de vue extérieur, il y a un obstacle à la continuité, mais en fait, non, on a dédoublé la continuité. Des rivières de contournement au sens Exactement, c'est des rivières de contournement. Donc ça permet de... Ok, parce que sinon c'est infernal. Mais en vérité, moi je tiens ferme sur le fait que, indépendamment de ça, en fait, c'est compatible. Alors après, il faut être fin, ça dépend du type de biodiv qu'on a, ça dépend si c'est de la lamproie et tout ça, mais voilà, la réponse à la continuité, c'est en fait, on restitue de la complexité et on fait des continuités latérales à chaque fois qu'il y a un risque potentiel d'avoir fragilisé la continuité sur le chenal principal. Continuité. Ensuite, c'était quoi l'autre Inondation. La peur des inondations, voilà, Ouais. les gens... Alors ici, ça n'a pas été volontaire, chez nous, c'est les gens qui ont curé parce qu'ils avaient peur des inondations, du coup, si on leur propose ça... Donc, premier principe de la restauration fondé sur les processus, la rivière a besoin d'espace. Si on n'a pas d'espace à rendre, il faut aller ailleurs. Nous, on ne peut rien faire. On est contraint par le besoin d'espace. Dès l'instant où on a besoin de l'espace, c'est-à-dire qu'il y a des terres, ici c'est de l'ancienne friche agricole, qui sont restituables au cours d'eau, eh bien en fait, la logique s'inverse. C'est-à-dire que à l'échelle systémique, ça fait partie d'une gestion naturelle de crue. Pourquoi? Parce que la vague de crue, quand elle arrive dans le tuyau incisé, elle arrive à toute vitesse et elle sort accélérée sur les structures et les ouvrages humains, et c'est là qu'elle les fragilise. Ici, en lui redonnant de la latéralité, on dissipe la vague de crue, on évase les forces érosives, on ralentit le phénomène, donc ça contribue à protéger le système aval des inondations. C'est les fameux verbes dont tu parlais tout à l'heure en fait. Voilà, évaser là, en l'occurrence. Donc on rend de l'espace à la rivière, de l'espace qu'on avait voulu assécher, mais non pas pour inonder quoi que ce soit, pour contribuer aussi à protéger le système aval des inondations. Et la troisième? Alors, la turbidité, l'effet remous, bon là il y a de la... Ouais. Donc en fait, j'ai l'impression qu'on peut parler un peu pointu et un peu polémique, alors je me lance. Il y a quelque chose... en fait, on ne comprend pas les rivières. On ne comprend pas les rivières. C'est trop compliqué une rivière. Et les seuls angles par lesquels on l'apprend, en fait, c'est des programmes de recherche qui sont financés. Tout le monde est plein de bonne volonté. C'est pas un problème de compétence. Mais en fait, on l'apprend sous les angles qui sont orientés par des enjeux politiques. La question de la thermie de la turbidité, elle a à voir avec des programmes de recherche qui sont parfaitement légitimes, qui ont eu pour vocation d'essayer de justifier de l'effacement de seuil et de l'effacement de barrages. Et moi, je suis en accord total avec ça. Il y a énormément de seuils et de barrages qui sont des catastrophes écologiques et qui n'ont pas de sens. Mais ce que ça a généré, c'est que comme le lobby des seuils et des barrages est beaucoup plus puissant que la communauté de la restauration, elle a dû surstructurer un discours en mode on va prélever tous les paramètres écologiques et on va dire dès qu'il y a du ralentissement, c'est mal. Et en fait, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Sur la thermie, la différence énorme entre ce genre de structure et un barrage, c'est que c'est pas du tout un barrage. C'est un ralentisseur pour l'eau, c'est un dos d'âne pour l'eau, c'est une chevelure pour augmenter le temps de résidence de l'eau en aval. Et ça change complètement les paramètres de la thermie. Quand vous avez un barrage, vous avez une structure qui est complètement imperméable, avec l'eau de surface qui réchauffe, et il n'y a que l'eau de surface qui passe. Donc en fait, toute l'eau de surface réchauffée va réchauffer tout l'aval. Ou alors vous avez une sortie en fond de barrage avec de l'eau très très froide et il n'y a que par là que ça sort et vous produisez des effets d'extrémum en hydro de chaque côté. Ici, toute la colonne d'eau passe, premièrement. Et donc les effets sur la thermie aval sont beaucoup moins problématiques, enfin ils sont même pas problématiques. Le deuxième élément, c'est que l'autre différence, c'est que nous on fait des structures. Malheureusement, on appelle ça des barrages de castors, mais c'est un énorme malentendu. Les castors n'ont jamais fait des barrages. Ils font des chevelures, ils font des ralentisseurs. C'est que nous, on le fait dans des contextes dans lesquels on va pouvoir restituer de l'eau dans l'aquifère. Et ça a été montré. Si vous regardez que la thermie de ce bassin, et que par exemple, il n'y a aucun couvert forestier,
ça c'est des trucs que nous on n'aime pas trop faire, la couche de surface elle va se réchauffer. Si l'eau est suffisamment profonde, vous allez avoir un gradient de température avec plein d'habitats et des effets sur la thermie générale systémique. Pas forcément problématique, ça dépend des contextes. Mais la vraie clé, elle n'est pas là, elle est là. C'est qu'en fait, l'eau qui passe dans l'aquifère, elle est rafraîchie. Et elle ressort rafraîchie. Et donc, si on considère le système, modulo le fait qu'on ait remis un volume d'aquifère en eau, ces structures ne réchauffent pas l'eau, elles refroidissent l'eau. Température. Est-ce qu'on peut aussi argumenter que, comme on fait ça sur des espaces qui sont plus restreints, où il y a de la forêt, Bien sûr. de l'arbre autour, que en fait on a un effet d'ombrage qui fait que l'effet thermique il est en fait fortement diminué. Nous on favorise vraiment les cas dans lesquels on a du couvert de ripisylve. Dans certains cas on l'a fait sans, chez Seb. Chez Seb, dans Chabeuil. Dans Chabeuil on l'a pas ou très peu. En fait on va mobiliser l'argument quand on l'a, et dans d'autres contextes on va réfléchir, on va faire les choses bien en multiparamètres, enfin c'est la vie quoi. Et en termes techniques, vous avez sûrement un ouvrage d'art qui est situé en aval quelque part. Le risque de départ de l'élément, est-ce que ça fait peur? Et le deuxième point, après je vous laisserai répondre, excusez-moi, le risque d'incision des seconds bras, et donc de reprendre le processus d'incision par un débit maximal capté dans les seconds bras. Ouais, c'est intéressant. Donc la première question, Cédric, tu veux répondre? Sur le risque de rupture. De rupture et d'aller bloquer un ouvrage. Alors, il est évident qu'on prend en compte l'ouvrage en aval qui pourrait faire, où vous pourrez se créer un bouchon hydraulique. On aurait une buse à la sortie du complexe de 1 mètre, on n'aurait pas fait ça. Donc là, les ponts sont surdimensionnés par rapport même aux éléments qu'on met dans la structure. C'est-à-dire on ne va pas mettre un tronc de 10 mètres, de 10-15 mètres. Et on adapte un peu les éléments de la structure à ce qui pourrait passer sous le pont. Alors on attend, on a eu une crue biennale, on a eu 10 mètres cubes quand même, ça a bougé, il y a des éléments qui sont partis, mais en fait ils ne vont pas très loin. Ça aussi, il y a de la littérature sur la rupture d'un bac. C'est pareil, on ne le ferait pas de structure comme ça, on ne le ferait pas 500 mètres en amont d'un village, directement en amont du village. Alors, par contre, on a fait des structures dans le centre-ville de Chabeuil. Mais là-bas, on a adapté, on a mis que de la branche et du matériau. C'est-à-dire, pareil, on n'a utilisé aucun gros bois, on a quasiment tout fait au sécateur. À chaque fois. Ouais, on en a mis un. On en a mis un, et aujourd'hui, il n'y a rien qui s'est bloqué. Ça s'est un peu bloqué avant dans les ronces. Non. Ouais. Après, si on a la crue centenale, ça va bouger. Ah, mais si on a la crue centenale, elle est là, la crue centenale. Donc, voilà, là on joue sur la question des peurs classiques, la peur du sale, la peur de la fragilisation des ouvrages. Ici, il y a un trauma, 1971, il y a une crue majeure il y a des morts. Il y a des anciens qui ont encore le souvenir de ça. Kevin a cette phrase magnifique, il dit: ok, une inondation, ça peut vous détruire un pont, mais la sécheresse, ça vous détruit une civilisation. Nous, on vous parle de sécheresse. On arrive, on vous dit, en fait, on est face au 21e siècle, on s'est cuisiné une sécheresse hydrologique systémique en drainant et en évacuant l'eau. On arrive avec une sécheresse météorologique qui va accentuer ça. On arrive avec méga feu, sécheresse, inondation. On a des propositions low-tech, bas carbone, réversibles, qui sont capables à l'échelle systémique de travailler pour le bien du milieu et pour le bien des usages humains. Moi j'ajoute ceux qui sont soutenables, parce qu'il y a quand même la clé de l'alliance. Il y a ici en 2022 grosse sécheresse, et c'est bouleversant la sécheresse. La sécheresse c'est la clé, parce que la sécheresse c'est une cause commune dans le vivant. Même un Parisien, pardonnez-moi, quelqu'un qui vit tout le temps en ville, quand il voit sa plante d'appartement, il le sent dans ses tripes en fait. On s'est séparés il y a 2,4 millions d'années, 2 milliards d'années des végétaux, et en fait le stress passe d'une espèce à l'autre. Les gens ils le sentent ici, les habitants ils le voient quand ça sèche, ça stresse tout le monde. Et donc la sécheresse c'est un plus gros dragon.
Et donc quand on dit qu'on va pouvoir aller travailler dans ce sens-là pour essayer d'anticiper, de faire face aux turbulences qui arrivent avec le changement climatique, ça libère énormément de choses. C'est ça le paradoxe. Moi, je ne vais pas passer des années à reprouver la littérature scientifique sur la présence du bois dans l'eau, il n'y a pas de psycho sur les inondations. En fait, on passe tout de suite, et c'est comme ça que la plupart du temps, on convainc les propriétaires fonciers. Par le double chemin, il va falloir faire face au siècle qui vient. Et ces sécheresses, ces inondations, ces méga-feux. Et puis l'autre, c'est qu'on propose des choses qui ne sont pas traumatisantes pour le milieu. C'est low-tech, c'est bas carbone, c'est réversible. Ça, c'est aussi la clé. J'ai mis longtemps à comprendre, moi ça ne me parlait pas. Mais notamment auprès de la police, de l'environnement, la réversibilité, c'est clé. Et ça, en effet, en fait, si jamais ça pose le moindre problème, en une matinée, ça disparaît. Ouais. Et donc, concernant le risque de reprise des incisions ? Donc, en fait, le risque, il est vraiment mineur parce que nous, on ferme jamais de chenal. On multiplie les chenaux. Donc, on divise constamment. Ensuite, et donc, on divise la force érosive. Et ensuite, comme on favorise les dispositifs de ralentissement, de piégeage sédimentaire, notamment la présence du bois dans l'eau, en fait, on capture le sédiment. Dans tous les cas, on favorise le ralentissement. Ça, c'est hyper beau et ça a à voir avec les questions d'hydrologie régénérative. Moi, c'est le moment où j'ai fait le lien, où j'ai cliqué le lien. Il y a, donc dans le travail de Joe Wheaton, il y a 10 principes de restauration fondés sur les processus. Ils sont hyper profonds, même philosophiquement. Alors que c'est pas du tout le but, lui, il n'est pas du tout philosophe, mais enfin, on n'est jamais à l'abri d'être profond. Je vous l'ai fait très vite. Premier principe, la rivière a besoin d'espace. Deuxième principe, les structures naturelles dans l'eau créent de la complexité qui façonne de la résilience. Si vous n'avez pas de structure, vous avez un flux linéaire, vous n'avez pas de complexité, vous n'avez pas de résilience, vous n'avez pas d'habitat. Troisième principe, l'importance des structures varie en fonction des contextes. Quatrième principe, et celui-là il est clé, l'inefficacité dans l'acheminement de l'eau est souvent gage de santé. Dans un milieu rivière, l'inefficacité, donc on parle d'inefficacité au sens hydrologique, au sens hydraulique, pardon. Vitesse d'écoulement. Et en fait, donc ça c'est pour un milieu rivière. Et en fait, là, moi, je lisais en parallèle la littérature de l'hydrologie régénérative et j'avais le sentiment qu'en fait, il y avait le même principe. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? C'est bizarre parce que nous, je vais peut-être me mettre à un endroit, parce que là, c'est de l'acrobatie, quoi. Parce que c'est pas du tout les mêmes milieux. Un milieu rivière, c'est très original d'un point de vue écologique. Et pourtant, en fait, ça s'applique de manière plus large dans plein de contextes sur les milieux terrestres. Mais en fait, c'est une évidence. Regardez, imaginez qu'un hydraulicien ait conçu notre corps de manière à optimiser l'efficacité hydraulique dans l'acheminement des fluides. Ça a un nom. Ça s'appelle la dysenterie. C'est vrai. Ouais, c'est vrai. Il y a une goutte qui rentre et une seconde après elle sort. Vous mourrez de dessiccation. Ouais. Notre corps est un extraordinaire dispositif à générer de l'inefficacité dans l'acheminement des flux. Ça rejoint aussi ce que Olivier Hamon fait souvent sur la Exactement. Ouais. La troisième voie du vélo. Et cet effet de ralentissement, il est clé dans les milieux rivières et dans beaucoup de milieux terrestres. Et il a à voir avec, en fait, une histoire très ancienne, c'est que nous, c'est un malentendu qu'on soit là. On est des organismes aquatiques pendant les 9/10 de notre histoire. On est sorti de l'eau il y a 400 ou 360 millions d'années. Pendant les 9/10, on est des organismes aquatiques. Donc en fait, on a pu aller habiter le monde sec qu'en multipliant les dispositifs pour faire tourner l'eau autour de nous, labyrinthiser l'eau autour de nous, garder l'eau autour de nous. Et les rivières, en fait, on les a frappées de dysenterie systémique en un siècle d'ère de l'aménagement. Et voilà, la vocation de ça, c'est de recréer ces effets de ralentissement qui augmentent le temps de résidence de l'eau sur la Terre et qui permettent des effets de régénération. On va passer sur l'autre absolument. module qui est intéressant aussi à voir. Avant d'y basculer, juste quand même, j'ai oublié de rappeler, là on est sur c'est un complexe sous effet des aménagements low-tech qui fait à peu près 1 km. Et on a réalisé 1, 2, 3, 4 modules. Ça c'est un module, c'est-à-dire il y a plusieurs structures pour le module. Dans un module, il y a les ouvrages Castor, il y a des ouvrages qu'on peut faire dans les bras secondaires, il y a des épis manche-berge érosifs qu'on peut faire en amont pour recruter du matériau. Ça c'est un module, les 4-5 modules, une vingtaine de structures en tout.
Ce matin, Baptiste était avec l'équipe Rivière pour encore construire une nouvelle structure et du coup, ça tombe bien, on pourra aller voir ça aussi. Carrément. Ce que ça donne. Voilà, c'était juste pour un peu pour resituer et zoomer un peu sur le secteur Véorliane. Et l'idée, c'est de continuer à multiplier les structures, peut-être en amont, en aval, aussi toujours complexifier sur un plus grand linéaire pour encore une plus grande efficacité. Est-ce que quand on est dans ce type de gestion, on arrête la gestion des embacs systématiquement? Non, on n'arrête pas. On réduit la pression sur les embacs depuis quelques années déjà, parce que les premières équipes rivières, quand elles sont venues travailler sur les rivières, c'était les élus un peu qui commandaient et c'était suite à certaines crues un peu traumatisantes pour le pays. L'idée c'était il faut enlever les embacs, il faut enlever les embacs. Aujourd'hui, plus on va aller vers des zones amont à moindre enjeu, plus on va les laisser. Plus on va aller vers des zones à enjeu habitées, plus on va être vigilant et peut-être sélectionner les embacs qu'on va conserver ou pas. Les plus gros, peut-être les enlever, mais voilà, ça a été aussi un drame pour les rivières, cette période des années 1980-90 et les premières équipes rivières. Hein. Moi-même, quand j'étais embauché, on me disait il faut enlever, il faut nettoyer la rivière, il faut enlever du bois. L'hôtel, ça sous-entend que c'est fait à bras d'hommes et de femmes. Ouais. À bras d'hommes et de femmes, la seule machine Et qu'on a d'enfants. utilisée, c'est une tronçonneuse. Ok. Ça veut dire aussi qu'il faut qu'on accepte de ralentir en tant qu'homme, parce que vous ne l'avez pas fait en 5 minutes. On ne l'a pas fait en 5 minutes, mais l'équipe devient de plus en plus efficace. Un module en 2-3 jours à 6 bonhommes, donc la ressemble un peu. Vous employez de la Comcom? Vous employez de la com d'Aglo, de Valence Romaglo. En fait, l'acteur, c'est la Comcom. Ouais, c'est la com d'Aglo, le maître d'ouvrage. C'est ça. C'est une com d'Aglo, c'est 250 km. Avec Valence et toute la plaine, c'est comme ça, tous les cours d'eau. Et après de l'agriculture intensive écrivain. On va rester avec côté et pas partout, hein, mais les vitesses principaux, c'est des équipes qui prennent En fait, ce que vous voyez là, c'est le couplage entre quelques jours de travail humain et des mois de travail du dragon, la rivière, dont les capacités de mobilisation sédimentaire, les capacités morphogènes de construction de structures et de destruction de structures sont très supérieures aux nôtres, dès lors qu'on n'a plus de tractopelle. Mais même avec un tractopelle, soyons sérieux, la rivière est beaucoup plus puissante que nous. Donc là, ce que vous avez sous vos yeux, c'est le produit de cette conversation entre des propositions humaines qui sont des amorces et des réponses de la rivière qui vont parfois amplifier nos propositions, dès lors si on a été juste, et qui vont parfois, en riant, arracher nos propositions. Là, le 16 mai, on a eu cette fameuse crue biennale. On était là, moi j'étais là avec Brice sous l'orage. Et on a vu la lame d'eau passer. Alors c'est pas sur cette structure, c'est sur le site du bas. On était là tous les deux en kawaii. Et là Brice il me dit ça bouge. Je dis quoi bouge? Qu'est-ce qui bouge? Il me dit mais regarde, il me dit je crois que je fais un trip psychédélique. Et il regardait la structure, l'équivalent de ça. Et en fait on la regarde et au ralenti on voit la lame d'eau qui arrive et qui ouvre complètement la structure. Il y avait un barrage de 8 mètres de long, de 2 mètres de large, qui le soulève et qui l'ouvre comme en ouvrant la porte tout doucement comme ça. Voilà, ça veut dire que vous n'avez pas bien travaillé. Elle n'était pas au bon endroit. Elle n'était pas au bon endroit.
Et ici, de la même manière, la structure originelle ne ressemblait pas ici, donc à ça, exactement. On est à la confluence entre la Véore et la Lierne. Comme les castors, on va construire la structure à la confluence elle-même pour capturer et les flux d'eau et les flux sédimentaires. Et ici, comme les castors, on construit ce qu'on appelle un ouvrage secondaire. Les ouvrages secondaires, c'est une découverte qui a des millions d'années. Au début, quand les humains à Bridge Creek, l'équipe de Michael Pollock a commencé à construire les BDA, Beaver Dam Analogues, ce qu'on appelle les ouvrages castors, ils en faisaient un. Et puis sur la rivière d'à côté, il y avait des castors, et aux premières crues, les ouvrages humains étaient arrachés et les ouvrages castors étaient maintenus. Et ils ont vu qu'il y avait toujours une particularité aux ouvrages castors, c'est qu'il y a toujours un ouvrage secondaire. L'ouvrage secondaire, c'est un coup de génie hydrologique d'un animal qui a un cerveau de la taille d'une noix. Il va générer un effet, il va protéger l'amont, c'est contre-intuitif. L'ouvrage en aval protège l'amont. Il protège l'amont en créant ce qu'on appelle un pillow effect, un effet oreiller. C'est un peu l'équivalent d'une fosse de dissipation. Et en fait, l'ouvrage secondaire fait lever la lame d'eau derrière lui, et donc en fait, la force de la crue ne tape pas sur toute la hauteur de l'ouvrage amont. Et donc l'ouvrage aval protège l'ouvrage amont. Donc on avait construit cette structure et celle-là. Et au moment de la crue biennale, en fait, elle allait capturer des troncs sur toute la longueur du linéaire amont. Et en fait, on était là et on a vu des centaines de troncs passer. Et au bout d'un moment, avec la puissance du flux, ça a ouvert une brèche là. Et ici, ça a ouvert une deuxième brèche. Et cette brèche, elle a créé, bon, là ça devient trop technique, mais ça c'est un site d'érosion régressif. Ça pose des problèmes de fragilisation de l'ensemble de la structure. Et donc, et en même temps, elle a amplifié la hauteur de ce premier ouvrage, et ce faisant, elle a remis en eau la totalité du système. Donc vous voyez ici, on a le premier chenal secondaire qu'on voulait rouvrir. C'est cet ouvrage-là qui réouvre le chenal fantôme là, qui réexplore toute cette zone avec maintenant une sorte de plan d'eau. Ici, on a un deuxième chenal secondaire qui s'est rouvert là, il s'est fermé depuis un mois parce que la structure a été fragilisée et parce qu'on a eu une grosse sécheresse. Donc cet après-midi, on va réimperméabiliser un peu la structure pour refaire partir la rivière là où vous êtes, là où on est. Et en fait, la crue a amplifié une partie de notre proposition, donc qu'on a conservé, et elle a créé des effets de fragilisation à la marge auxquels on a répondu. Donc vous voyez, ici, on a travaillé, un peu transformé de manière à ce que le système soit robuste, pérenne. Oui. Ouais, quand même ici, c'était plus large que ce qu'on a vu tout à l'heure et moins creusé ou c'était moins creusé, ça ressemblait à ça. Ah oui, donc c'était plus large et on n'a pas la falaise d'incision. D'accord. Mais par contre, cette berge-là n'était pas en eau depuis 50 ans. Et celle-là, probablement un peu plus. Par contre, vous l'avez prolongé dans la boucle. Alors voilà, là-bas, vous voyez, au niveau de l'arbre mort tarabiscoté, il y a un petit flux d'eau qui part. En fait, en s'avançant dans la forêt, ce qu'on fait avec Cédric, c'est qu'on pisse les chenaux fantômes. Et là, dans cette forêt, il y avait une rivière fantôme magnifique, mais morte depuis 70 ans. Mais avec sa vraie géomorphologie, et à certains endroits, elle fait 3 mètres de large. Et elle part complètement à l'oblique dans la ripisylve, et elle fait son chemin, elle fait 300-400 mètres, je sais pas, quelque chose comme ça. Elle se jette dans une mare, et après, elle revient dans la rivière principale. Mais elle était inaccessible, elle était à 1,80 m sur la terrasse. Et donc, on l'appelle l'Eldorado. C'est ce que c'est. Depuis le début, on voulait la remettre en eau, mais c'était quasiment inconcevable. Quand on a monté le système, c'était à nouveau inaccessible. Et puis en fait, ça a commencé à s'aggrader, le sédiment s'est déposé, ça a remonté. Et là, on a eu le sentiment qu'à un moment, la rivière nous ayant aidés, on allait pouvoir lever l'eau et réouvrir ce fameux chenal secondaire. Et donc, on a monté je sais pas, début de l'été dernier, en juin, quelque chose comme ça, ou mai, cette structure qui est en fait un peu acrobatique, mais très castor. Parce que moi, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est je fais beaucoup d'enquêtes sur les milieux castors pour aller apprendre les trucs et astuces des techniques. C'est très castor. C'est même pas un barrage, vous voyez, c'est pas du tout perpendiculaire au flux. En fait, ça accompagne le flux de manière à ce qu'il monte sur la terrasse. Et là, l'eau, en fait, on l'a fait à nouveau monter de 1,20 m. Et ce qui est hyper émouvant pour nous, c'est qu'en fait, là, avant-hier, et même un peu avant, en fait, on a des truites qui sont là, dans ces zones qui sont pas dans le manuel en fait. On a une eau hyper lente, on a de la fine déposée, on a des truitelles qui grouillent.
on a des trucs comme ça. Et du coup, en combien de temps? Lui, il a quantifié, je sais pas, mais par contre, ce secondaire, il s'est jamais tari en été. Cette nappe d'eau, elle a été. Ouais. Premier ouvrage ici, c'était quand? Premier ouvrage, c'est tout là-haut, c'est des petites structures où on s'était testé. Avril 2022. Non, 2023. Non. À 2020. Ah. On a fait printemps 2023, automne 2023, printemps 2024. Ouais. 1 an et demi. Vous pensez que ça irait si vite? Non, pas du tout. Et est-ce que par hasard des castors seraient venus vous prêter la main ou il y a trop d'humains et ils n'ont pas envie de venir pour l'instant? 10e principe de la restauration fondée sur les processus, les systèmes autonomes sont le but recherché. Autonomiser un système dans ce genre de contexte, quel que soit on va dire l'énergie que nous on peut mettre à continuer à réagir, notre meilleur allié c'est le castor. Donc notre but c'est surtout pas de nous substituer au castor, c'est surtout pas d'instrumentaliser le castor, c'est de favoriser son retour pour qu'il vienne jouer avec nous. Et moi j'attends ça avec impatience parce que en vérité c'est le moment où on joue à 3 quoi. Parce que là il y a la rivière et nous, mais quand il y a le castor, il se passe encore d'autres choses. Il a dit qu'il est là à 1 kilomètre. Ouais, il y a une famille en dessous de Chaboeil, au Bas-Chassier. Il y a un individu qui s'est positionné 1,8 km au-dessus environ. C'est un jeune, probablement un dispersant. Il m'a pas l'air d'avoir été hyper formé sur les barrages. La culture du barrage s'est perdue chez les castors parce qu'on a éradiqué systématiquement les castors constructeurs. C'est vrai? Ouais, bah ouais. Ça a plus peur des barrages. Si, ils savent, parce que c'est un variant darwinien, donc leur corps sait, mais en plus de ce que leur corps sait faire par héritage, il y a aussi la pratique. Et comme ils ne peuvent plus pratiquer, ben, il va falloir réapprendre l'architecture. Et lui, il est franchement, il n'est pas encore au niveau quoi. Mais, et notamment, il construit dans des endroits hyper incisés où ça s'est embarqué chaque année. Et puis surtout, actuellement, il construit essentiellement avec le colza de la grille de droite et la moutarde de la grille de gauche. Donc en termes de cohabitation, ça ne va pas durer bien longtemps. Donc un peu, nous, notre but, c'est de l'appeler en fait. Et donc là, sur la partie haute, on lui a fait une sorte de bed and breakfast de luxe, 5 étoiles. Et on finit, les chantiers d'automne l'année dernière, on les finit le 28 novembre. Moi, je me retrouve au Canada pour aller faire des conférences castor à l'UQAM. Je reviens le 9 décembre et là, sur tout notre site, il y a des indices de passage de castor. Et notamment dans l'étang, qui est la partie la plus intéressante pour lui, il y a un réfectoire de castor. Il est resté là 5-6 jours, puis il est parti et on n'a pas eu de traces depuis. On ne sait pas l'expliquer, mais bon voilà, dans tous les cas, le but c'est quand même de favoriser de l'habitat pour eux, avec la ressource, avec le milieu, de manière à ce qu'ils viennent se réemparer des structures. En fait, on peut initier des conditions dans lesquelles ils peuvent avoir envie de revenir. C'est ça, ouais. Et qu'on n'ait plus à intervenir. Après, c'est soit lui qui intervienne à notre place, après, qui s'entretienne, qui construisent, qui détruisent d'ailleurs, mais on a comme Et là, en plus des aménagements qu'il faut encore poser, le temps d'observation en fait, que vous prévoyez, parce que vous êtes là hyper régulièrement, si je comprends bien, à regarder ce qui s'est passé, prévoyez. Quantifier en fait. Je sais pas si vous l'aviez prévu ça. En fait, tu veux répondre, Cédric? Si on a quantifié le suivi qu'on va passer sur le En site. tout cas, ça a l'air de nécessiter que vous soyez là, que vous Alors, observiez. nécessité, oui et non, c'est que ça nous fascine aussi, quoi. Donc, c'est ça la vérité. C'est ça la vérité. Mais moi, alors après, après chaque crue, quand même, on vient, on regarde comment ça se passe, on regarde comment se sont comportées les structures, est-ce qu'il y a eu des effets non désirés qu'il faudrait corriger, adapter. Mais après, on passe pas qu'après les crues, on passe très régulièrement parce que oui, c'est fascinant. C'est un peu dans le même... Ah oui, bien sûr. Donc les gens qui nous ont formés, notamment Kevin Swift, qui fait ça à beaucoup d'échelles, il a fait 3000 structures, il travaille sur énormément de sites. Il revient en fonction des conditions, il revient entre une fois tous les 6 mois, une fois tous les ans. C'est le minimum. Après, moi j'étais là une fois tous les 2 jours, ça fait 1 an et demi que je suis là
presque tous les jours. Mais c'est parce que là, il y a un vrai... Le premier enjeu, c'est d'apprendre à lire la rivière, c'est d'apprendre à la comprendre, c'est de voir comment elle répond. Et donc ça, en fait, on peut pas... ça prend du temps parce que c'est pas du tout dans nos logiciels. C'est le côté processus, en fait, il faut voilà. être en observation, ouais. Permanente. C'est pas que les yeux. Eh oui. Il est 11h11, 12h11 et s'il faut que vous soyez à 12h20. Demain après-midi. Vous avez écrit le livre tout à l'heure, là, en commun. Alors les références du livre. Ça s'appelle Rendre l'eau à la terre. C'est vous qui l'avez écrit. J'ai écrit et c'est un livre co-pensé et co-réalisé avec Suzanne Husky, qui est une artiste qui fait des aquarelles. Chez Actes Sud. Chez Actes Sud. Je suis allé voir l'expo à Châteaudun. Ah ouais. Bah ouais, elle est forte. Hein. C'est un projet très ambitieux en s'attaquant en ayant un programme d'hydrologie régénérative à l'échelle d'un bassin versant. Et du coup, on va évaluer, mesurer, instrumenter tous les effets. Alors, bien sûr sur le paysage, sur les terres agricoles, sur les sols, mais aussi sur le cours d'eau. En termes d'impact sur les inondations, sur les sécheresses, sur la turbidité, sur la température, on va voir plein de choses. Et du coup, ce qu'on a demandé aussi dans le cahier des charges, c'est d'aller proposer des choses jusque dans le cours d'eau, puisque tout ce qui se passe du coup sur le bassin versant, sur le paysage, à un moment donné ça se termine et l'impact se termine sur le cours d'eau, sur les zones humides, les exutoires en fait du bassin versant. Donc voilà, c'est un vaste programme qui va démarrer fin d'année. Voilà, et du coup il y aura... Pardon. Et effectivement, il y a un gros volet de dialogue territorial, hein, puisque on va... Bon, alors c'est un bassin versant d'une vingtaine de kilomètres carrés, 2 villages, une trentaine d'agriculteurs, des forestiers. C'est Montvendre et Barcelone, les principaux villages. Alors les villages, parce qu'après on a une partie sur Chabeuil, mais qui est pas... Il y a aucun... Voilà, c'est à la marge du bassin versant. Et du coup, une grosse phase de dialogue territorial dès le début de l'opération et qui va durer tout le long de l'étude. Et rencontre de chaque exploitant, chaque propriétaire, et pour les sensibiliser, pour les emmener avec nous sur ce projet-là, pour faire converger un peu aussi les intérêts et les enjeux pour mobiliser un maximum de personnes sur ce projet-là. Voilà, donc du coup, voilà. C'est bien. Donc, projet. Donc la plupart aussi d'entre vous, je crois, faites partie de ce dispositif pilote. On a Solène du Grand Annecy, on a Stéphane du syndicat des eaux de Valoir-Galore. Donc l'objectif là, ce matin, c'était de voir concrètement une réalisation faite par Valence Remont Agglo. Sans doute que ça fera écho avec vos propres problématiques. L'objectif de ces rencontres, c'était de se rencontrer, donc n'hésitez pas à vraiment tisser des liens entre vous, entre collectivités pour répondre à ces problématiques que vous portez, que vous rencontrez en commun, quoi. On aura un temps cet après-midi d'échange entre vous pour aller plus loin. Tu voulais peut-être rajouter... Non, voilà, l'idée c'est en fait de ne pas s'arrêter effectivement au bassin versant, au paysage, et d'aller évaluer aussi les impacts jusqu'au milieu récepteur. Mais aussi regarder comment se comporte le cours d'eau, parce que par exemple si je prends le bassin versant du Bost, on a des endroits où le Bost ne déborde plus alors qu'il devrait déborder et réalimenter des nappes, réhydrater les sols. Et c'est là aussi qu'il y a des liens à faire, mais dans les deux sens, quoi. Le cours d'eau peut aussi, les aménagements de cours d'eau peuvent aussi alimenter un projet d'hydrologie régénérative et vice versa.